clichés dans les métiers du bâtiment. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette conférence, en fait, je vais essayer de mettre à la place un peu du public qui nous écoute. Je vais passer en revue un certain nombre d'idées reçues sur les métiers du bâtiment, des idées reçues encore très présentes dans l'esprit des gens quand on parle des métiers du bâtiment. Et donc, je compte bien sur les professionnels ici présents qui vont témoigner pour pouvoir démontrer que le bâtiment est un secteur porteur d'avenir. Donc, pour cela, j'accueille Marine Defive, juriste à la CAPEB Moselle, Patrick Mathieu, président de la CAPEB Vosges, artisan électricien de l'entreprise Lorège à Épinal, Olivier Berthaud, donc artisan chef de l'entreprise Sabat, et Michel Dehabreux, secrétaire général de la CAPEB Grand Est. Avant tout, je vais laisser la parole à Patrick Mathieu, donc pour un petit mot d'introduction. Bien, merci. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de participer à cette conférence visant à dire stop aux clichés dans le bâtiment. Cette conférence est organisée conjointement par la CAPEB Région Grand Est et par la Région Grand Est. Et j'espère que ça vous encouragera à découvrir et à être séduit par nos métiers dans le bâtiment qui sont porteurs d'avenir. Tout d'abord, la première idée reçue, le bâtiment, ça paye pas. Info ou intox, Marine? Je vais déjà commencer par l'apprentissage. Au niveau de l'apprentissage, il faut savoir que dans le bâtiment, les salaires ils sont bien plus élevés que dans les autres domaines. Donc, ce qui peut déjà être très intéressant. À savoir aussi que les salaires minimaux pour les ouvriers, par exemple, sont renégociés chaque année à la hausse. Donc, on a des salaires qui sont plutôt pas mal, au-dessus du SMIC. Au salaire se rajoutent aussi des indemnités de trajet et des paniers repas. Donc, c'est vraiment en plus du salaire. Donc, à la fin du mois, on peut avoir un salaire plutôt correct. J'aimerais aussi vous dire un petit mot sur les horaires de travail qui sont plutôt intéressants dans le bâtiment dans la mesure où on a tendance à commencer à travailler tôt. Donc, on finit aussi très tôt. Donc, au niveau du confort de vie, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour les salariés. En plus de tout ça, très souvent dans le bâtiment, on met à disposition des salariés les camionnettes et très souvent, ils peuvent rentrer avec aussi chez eux. Donc ça, je sais que c'est un petit plus pour certains. Au niveau de la prévoyance, de la mutuelle dans le bâtiment, c'est très très intéressant. Donc ça aussi, c'est un point qui s'ajoute aussi au salaire. Hein. C'est vraiment un avantage social intéressant. Et il y a aussi une possibilité d'évolution très rapide dans le bâtiment et donc une hausse de la rémunération aussi très rapide. Et une fois qu'on a une technicité dans le bâtiment, en général, les employeurs, si la personne travaille bien, le but c'est de les garder, quoi. Merci Marie. Peut-être une illustration, puisque nous avons la chance d'avoir deux professionnels par rapport à peut-être un témoignage, vous, dans vos équipes? Moi, j'ai un témoignage qui est très proche, puisque j'ai un salarié et un apprenti. Pour exemple, mon salarié, on fait 35 heures par semaine en 4 jours. Hein, on a décidé de faire ça comme ça. Il est quitte le jeudi à 16 heures, c'est-à-dire il va pas longtemps, il va rentrer chez lui. Avec ce qu'a dit Marine, les paniers repas, les frais de déplacement, il est entre 1700 et 1800 euros net par mois. S'il y a un peu plus de travail et qu'il vient travailler le vendredi en heure supplémentaire, on monte vite à 2000, quoi. Voilà. Ça, c'est la réalité du terrain. Il n'y a pas 30 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je confirme ce que dit Patrick. Effectivement, un salarié à l'heure actuelle peut facilement toucher entre 1500 et 2000 euros net par mois. C'est pas un souci, ça. Quand on a un salarié qui est qualifié, des métiers qui sont recherchés, par exemple un zingueur, des spécialités comme ça, si peu qu'il y a un peu de déplacement, etc., on peut vite monter plus. Et nous, dans le bâtiment en maçonnerie aussi, quand on a des personnes qui travaillent à la tâche, par exemple, on peut monter à 2500, 3000 euros sans problème. On n'est pas limité à 35 heures et on peut travailler 40 heures? Oui, bien sûr. Tout dépend du volume d'activité. C'est vrai qu'en ce moment, on rencontre un gros volume d'activité. C'est absolument pas limité. Après, faut pas non plus faire 70 heures par semaine parce que c'est contre-productif. C'est pas gênant de faire 40 heures. Il y a plein d'entreprises qui sont encore à 40 heures. Oui, c'est variable. Ça dépend. Nous, on est quand même beaucoup soumis à la météo. Les conditions atmosphériques sont un paramètre qu'on ne peut pas négliger. Notamment, je vous disais, dans le bâti ancien, nous, on utilise beaucoup la chaux, donc on a des températures à respecter, etc. Donc, on va peut-être un peu moins travailler l'hiver et puis un peu plus l'été. Mais sur l'année, ça se lisse. Mais effectivement, 35, 40 heures. Bon, après, les salariés comptent souvent plus les heures que nous. Et on n'a pas forcément les
mêmes objectifs, la même passion, etc. Nous, c'est vrai que le chef d'entreprise, on compte les heures de bureau en plus. Moi, j'allais dire que c'est vrai que je fais quand même pas mal de contrats de travail à 39 heures. Ça, c'est vrai que il y en a quand même pas mal. Mais après, c'est plutôt bien réparti, hein. Ils arrivent à quitter le vendredi à 16 heures quand même. Olivier, vous, dans votre entreprise, les horaires dépassent souvent les 35 heures. Ce que j'ai compris, c'est que dans le bâtiment, les salaires sont plutôt élevés et un peu plus que dans les autres secteurs. Merci Marine. Deuxième idée reçue, quand on passe devant un chantier, on a vraiment l'impression qu'on voit peu de femmes. Alors, le bâtiment, c'est surtout réservé aux hommes. Le bâtiment réservé aux hommes, ça a été le cas assez longtemps. Il faut savoir quand même que les techniques aujourd'hui font qu'il n'y a plus vraiment de choses très lourdes à porter. C'est ouvert complètement aux femmes. On commence quand même à avoir des femmes qui arrivent pas dans tous les métiers malheureusement, mais en peinture, en plâtrerie, en électricité. Il y a de plus en plus de femmes qui viennent. Et franchement, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça reste vraiment une image à oublier, que c'est réservé aux hommes. Alors, il se trouve que depuis 2 semaines, j'ai une stagiaire, tout à fait, qui elle justement a dû se battre pour convaincre ses parents de faire de la maçonnerie. Donc elle est en reconversion et voilà, elle devient maçonne et là en ce moment je l'ai en stage charpente. Donc non, ça lui fait pas peur et elle va au charbon comme tout le monde, hein. Donc non, ça c'est un cliché, c'est un préjugé qui est largement dépassé maintenant. Et je rajouterais que elle a pas une carrure de déménageur, hein. Elle doit faire 50 kilos tout mouillé. Donc voilà, un cliché de plus, ça. Troisième idée reçue, on entend souvent dire que travailler dans le bâtiment, c'est pénible, c'est dangereux, c'est salissant. On entend même dire des fois qu'on fait toujours la même chose. Alors, un faux ou un tox? Alors, toujours la même chose, tout dépend de l'entreprise, du métier et des chantiers. Nous, en électricité, c'est complètement faux. C'est vraiment une palette très vaste et c'est vrai dans plein d'autres métiers. Que c'est salissant, je vais pas dire qu'on vient travailler en costume cravate, je mentirais évidemment. On rentre le soir à l'atelier, on met un coup de soufflette et puis on change et c'est parti. Il faut l'intégrer, ça fait partie de nos métiers, mais on le voit plus, sincèrement, on le voit plus, ça. Quant à être dangereux, comme dans tous les métiers, il y a un certain nombre de règles de prudence à respecter. Si elles sont respectées, il n'y a pas de problème. Moi, je touche du bois en 21 ans, j'ai jamais eu de souci d'accident grave, rien. Il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a des précautions particulières peut-être à prendre pour certains métiers, peut-être aussi? Oui, tout à fait. On a quand même du matériel électroportatif qui peut être dangereux, hein. Là, par exemple, nous en ce moment, on fait de la charpente, donc il y a les scies circulaires, les tronçonneuses, ce genre de choses. Mais bon, lors de l'apprentissage, on apprend à se servir de ce genre de machine et puis on fait un rappel constant des règles de sécurité, du port des équipements de protection individuelle, casque anti-bruit, masque, lunettes, gants, etc., chaussures de sécurité. Après, le fait que ce soit répétitif, ça, effectivement, comme disait Patrick, ça dépend des métiers. Pour ma part, je fais très peu de pavillons de parpaing ou béton. Je suis spécialisé dans le bâti ancien. Et en fait, j'ai pas un seul chantier qui se ressemble. Et c'est ce qui me plaît parce que je me lasse très vite sinon. Donc j'ai jamais les mêmes matériaux, j'ai jamais les mêmes chantiers et c'est ce qui fait que c'est un métier qui est très riche de connaissances et je veux dire au quotidien on se fait plaisir, quoi. C'est pas laborieux d'aller au travail, on n'y va pas à reculons. Peut-être Michel, quelques précisions complémentaires parce qu'il y a peut-être quelques habiletés à avoir, notamment pour certains métiers en hauteur ou autres. Comme les deux professionnels mobilisés pour cette conférence l'ont évoqué, vous avez déjà le soin qui est apporté par le chef d'entreprise, mais également des formations spécifiques portant sur la sécurité, la prévention ou le volet technique que les chefs d'entreprise proposent à leurs collaborateurs ou sollicitent directement auprès de notre organisation pour qu'on puisse leur faire part des solutions qui se proposent à eux. On a un organisme dédié qui est l'OPETP, qui est notre organisme de prévention dédié à la branche, qui est à la fois force de proposition sur une politique de prévention et nous accompagne lorsqu'on est confronté à une situation qui nécessite une intervention de leur part ou de l'inspection du travail. Donc, on est dans le secteur du bâtiment outillé et on a plusieurs acteurs pour nous accompagner dans cette démarche. Quatrième idée reçue, quand on veut rentrer dans le bâtiment, pas besoin de diplôme, pas besoin de qualification. Et puis, quand on est en poste, pas beaucoup de perspectives d'évolution professionnelle. Alors, info intox. Alors, dans l'absolu, ce que vous avez dit n'est pas faux. C'est-à-dire que nous, on regarde l'envie, la capacité
collaborateur à travailler. C'est très bien qu'il ait un CAP, c'est très bien qu'il fasse un DP et il peut évoluer au-delà, mais on ne reste pas figé là-dessus. Si un apprenti n'a pas son CAP, on ne le fiche pas dehors, hein, il leur passe l'année d'après, on le garde, parce que ça peut être un accident, comme n'importe quel examen. Quant à l'évolution, vous savez, nombre de mes collègues artisans ont commencé comme apprentis et sont aujourd'hui à leur compte en tant que patron. Donc ça, l'évolution, si vous avez un François Pelagnac, il n'y a aucun problème, ça se déroule tout seul. Oui, effectivement, le diplôme n'est pas indispensable, comme disait Patrick, c'est la volonté, quoi. On a beaucoup de personnes maintenant qui sont aussi en reconversion, qui des fois font un apprentissage sur le tard. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai commencé comme salarié et puis voilà, j'ai voulu monter ma boîte et après les diplômes ou les qualifications, c'est tout au long de la vie. C'est pas juste à un moment donné. Nous, on se forme continuellement. On fait des formations techniques pour s'améliorer sur certaines choses, pour découvrir d'autres choses qu'on va pouvoir vendre à nos clients. Bon, moi, je parle en connaissance de cause puisque je suis également formateur à côté, mais voilà, je vais former des artisans tout au long de leur vie pour améliorer leur technique, pour décrocher de nouveaux marchés, etc., etc. Donc, il n'y a rien qui est figé, en fait. Ça évolue tout le temps. Peut-être, Michel, apporter une petite nuance par rapport à cette idée de diplôme et de qualification, parce que pour peut-être ne pas laisser croire non plus qu'on rentre dans le bâtiment sans qualification ou sans aucun diplôme. Le témoignage de chefs d'entreprise met surtout en avant qu'il y a une volonté d'accueillir tous les jeunes et adultes, que ce soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou même pendant la période de confinement qu'on vient de connaître, qui ont envie de donner un peu plus de sens à leur activité, qui poussent la porte de leur entreprise. Mais bien sûr, à partir du moment où cette relation de confiance, elle voit le jour, la branche offre plusieurs possibilités, soit d'enrichir le bagage de la personne par une formation complète initiale de plusieurs mois ou d'une à 3 années, ou d'apporter un complément de formation technique pour répondre à un besoin précis de l'entreprise. Donc, il y aura la formation tout au long de l'activité sur chantier avec la bienveillance des professionnels qui vont chercher à partager leur amour du métier et la passion du geste bien fait, mais également des formations qui sont financées par des fonds mutualisés prévus à cet effet pour qu'on puisse progressivement enrichir le bagage professionnel de la personne jusqu'à l'obtention de différents diplômes et d'atteindre le niveau de qualification qui est suffisant pour exercer l'activité souhaitée par le chef d'entreprise. Donc peut-être une autre question par rapport à l'entrée, une modalité, l'apprentissage. Est-ce que c'est un peu pour vous une voie d'excellence? Oui, pour moi, l'apprentissage, c'est la voie, ce qu'on dit dans notre jargon, que c'est la voie royale. Alors, je veux pas parler de l'éducation nationale, mais j'ai pu constater, et je le constate encore, et malheureusement trop souvent, que quand un élève est en échec scolaire, on lui dit, bah, tant pis pour toi, puisque t'es pas bon à l'école, tu vas aller apprendre un métier manuel. Ça, c'est terrible de dire ça, parce que c'est dévaloriser nos métiers. Et à l'inverse, quand il y a des élèves qui arrivent en troisième, qui sont très bons, et puis qui expriment le désir d'aller vers un métier du bâtiment, là, l'éducation nationale, les profs, les principaux, font tout pour les garder. Non, non, c'est bête. Pourquoi t'as des bonnes notes? Continue, va jusqu'au bout, va jusqu'au bac. Alors que et on voit des fois des jeunes qui se laissent convaincre, et puis des parents, des fois, qui sont toujours, qui vont plutôt dans le sens de l'éducation nationale, et puis arrivant en terminale, finalement, ils font quand même l'apprentissage. En attendant, ils auront perdu 2 ou 3 ans. Et ça, on le voit encore, malheureusement. Bah oui, moi c'est un petit peu particulier parce que effectivement j'ai été poussé par l'éducation nationale, donc j'ai fait pas mal d'études pour me retrouver au chômage. Donc j'ai décidé de me reconvertir. Donc bon, j'ai fait une école un petit peu particulière où il y avait un simili-apprentissage, on était moitié en entreprise. Et oui, effectivement, l'apprentissage c'est top. Je me dis voilà, j'aurais su ça à 16 ans, bah voilà, peut-être que je serais allé encore plus loin dans mon entreprise. Voilà, bon, on rattrape pas le temps perdu. Il y a aussi un bagage intellectuel qui est un petit peu différent, hein, puisque moi, c'est très souvent aussi que j'ai maintenant des stagiaires en reconversion dans mon entreprise. Et c'est sûr qu'il y a de la réflexion qu'on n'a pas forcément avec des jeunes apprentis, une maturité aussi. Donc, ça change un petit peu la donne. Après, au niveau de l'envie, effectivement, comme disait Patrick, le truc, c'est que voilà, si on pousse un petit peu les gamins qui n'ont pas forcément envie juste pour les mettre sur une voie de garage,
le ressenti se retrouve aussi dans l'entreprise, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de la volonté. Voilà, quand on met des gamins dans une filière qui n'ont pas envie de faire ou qui leur est pas adaptée, forcément on le retrouve au sein de l'ambiance et de l'envie de travailler. Hein, donc non, l'apprentissage c'est quelque chose de très très bien à partager, moitié dans l'entreprise, moitié sur la théorie pratique. Non, effectivement, c'est la voie royale. Simplement indiquer qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. On a des entreprises qui cherchent des apprentis pour les former et leur partager la passion de métier, les modalités financières qui sont au rendez-vous pour faciliter la contractualisation sous la forme de contrats d'apprentissage et des incitations financières pour que les entreprises qui, à un moment, hésitaient à prendre un deuxième apprenti ou à passer le cap, puissent lever ce frein-là et se dire que c'est une très belle aventure, à la fois pour l'apprenti comme pour les chefs d'entreprise, parce que peut-être que de ce nouveau collaborateur, il y aurait peut-être une transmission en perspective à l'avenir. Donc voilà, c'est une belle perspective en devenir. Et Marine, peut-être avez-vous quelques fourchettes un peu par rapport à ça et effectivement la rémunération des apprentis? Dans le bâtiment, vous voyez, donc hors bâtiment, on commence à 27% du SMIC. Dans le bâtiment, on va commencer tout de suite, moins de 18 ans, à 40% du SMIC. Donc, c'est pas négligeable. En deuxième année, on sera à 50% du SMIC. Si on a 18 ans, qu'on commence un apprentissage, on commence direct à 50% du SMIC. Pour un jeune, par exemple, quelqu'un qui chercherait à se former, qui a 26 ans, là, qui a commencé des études et que par la suite, en fin de compte, l'apprentissage dans le bâtiment l'intéresserait. Si on a 26 ans et plus, on touche déjà le SMIC, quoi. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui voudrait se reconvertir et quand même passer par l'apprentissage. C'est intéressant. Et à ça s'ajoutent quand même les indemnités de trajet, les paniers repas. Enfin, voilà. On voit bien que effectivement l'apprentissage, donc la motivation, le savoir-être, mais effectivement derrière quand même une technicité, donc une qualification et une montée, en tout cas en compétences nécessaires pour exercer les métiers. Cinquième idée reçue. On dit que les métiers du bâtiment sont pas très valorisants, pas très gratifiants, et parfois même ça s'accompagne de dire bof, les métiers du bâtiment pas très à la page de tout ce qui est nouvelles technologies, innovation, etc. Que répondez-vous? C'est à peu près tout le contraire. Hein. Oui. Quand on parle d'être à la page par rapport aux nouvelles technologies, on est toujours à la pointe. Les matériaux évoluent, le mode de pose évolue, on est en plein dans la rénovation énergétique qui implique un savoir-faire très technique, très pointu. Si on ne suit pas ça, on est perdu. Donc forcément, on est obligé de s'adapter et on est toujours à l'affût des nouveautés quoi, sur ces sujets-là. Donc non, ça c'est l'évolution, elle est là, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Je voulais ajouter quelque chose. Il y a une autre dimension, il y a une vie sociale. Quand on travaille pour du particulier, ce qui est le cas de beaucoup de petites entreprises du bâtiment, on a affaire à des clients, on est chez les clients. Alors, il y a un contact social qui se crée entre les collaborateurs et les clients. Et il est pas rare du tout que je vois un petit billet glisser dans la main en pourboire, ça existe encore. Et vous savez, quand le client nous serre la main en disant merci, on est content de ce que vous avez fait, c'est une belle récompense. Ça crée du lien social aussi. Et en plus de ça, on a toutes sortes de clients. On va dans des tas d'endroits différents. C'est très, très enrichissant, ça, du point de vue social. Donc, et Olivier, des métiers plutôt valorisants. Et je pense que vous, par rapport à votre entreprise et ce que vous faites, j'imagine que ce sont des métiers qui ont vraiment du sens. Ah oui, nous, la restauration du patrimoine, effectivement, c'est déjà, comme disait Patrick, le contact social. On a des personnes qui ont un patrimoine, des bâtisses bien particulières, qui cherchent à restaurer dans les règles de l'art. Alors moi, au niveau technologie, je vais un petit peu à l'inverse, puisque je recherche des façons de faire qui datent de plusieurs centaines d'années. Mais vous voyez, aujourd'hui, je suis sur mon ordinateur, donc c'est pas incompatible. Et puis, on utilise quand même des matériels électroportatifs. On a tout ce qui est chariot élévateur, etc. Je veux dire, c'est de la technologie. On travaille sur des logiciels de dessin assistés par ordinateur. Enfin, je veux dire, c'est un mix. C'est pas tout noir ou tout blanc. Mais oui, au niveau valorisation, après, déjà la satisfaction du travail bien fait. Un client qui vous dit on est satisfait de ce que vous avez fait, vous repartez, voilà, vous avez la banane. Donc il y a pas que le côté pécuniaire, il y a aussi ce côté-là qui est très satisfaisant et très valorisant.
Et donc j'imagine pour les jeunes aussi qui ont pu participer à toutes ces constructions. Quand j'ai des stagiaires, c'est voilà, tu repasseras là dans 20 ans, 30 ans, et puis tu verras que c'est encore debout. Et puis tu pourras dire à tes enfants, bah j'y ai participé et c'est moi qui l'ai fait. Et ça, bah voilà, il y a pas au niveau nourriture spirituelle, on va dire, il y a pas mieux. Si on prend les deux témoignages que vous venez d'avoir, que ce soit la possibilité d'encourager le geste professionnel plutôt traditionnel ou de tendre vers de l'innovation, que ce soit la domotique ou d'autres technologies plus poussées à l'appui de maquettes BIM ou autres, ben, il y a de la place pour tout le monde et surtout pour tous les professionnels qui veulent apporter leur regard sur la meilleure façon d'accompagner soit un projet de famille qui ont décidé de nous confier une partie de leurs économies pour transformer une vision en réalité. Et comme Patrick l'a souligné avec son exemple, ben en général, c'est plutôt gratifiant et ça peut se monétiser. Mais au-delà de ça, à la fois pour eux comme pour les jeunes qui pourraient nous faire confiance en intégrant le secteur du bâtiment, c'est porteur de sens. Voilà. Et surtout en cette période de confinement, on a de plus en plus de jeunes diplômés ou de professionnels qui avaient un métier qui était à leurs yeux peut-être moins essentiel que ceux du bâtiment ou d'autres secteurs d'activité et qui se disent que c'est le moment de faire une reconversion et peut-être soit d'intégrer une entreprise du bâtiment ou de créer sa propre activité, bien sûr en passant au préalable par le sas de la formation. On a plusieurs partenaires dont c'est le métier et avec lesquels on travaille en bonne intelligence. Ça me permet de rebondir sur éventuellement la limite d'âge par rapport à la reconversion professionnelle ou l'entrée en apprentissage. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? En 30 ans, voilà, pour un apprentissage, mais il y a d'autres façons de faire. Après, des CAP en 1 an ou des titres pro, ce genre de choses. Et là, moi, j'ai eu des stagiaires qui avaient 50 ans et qui faisaient une reconversion. Hein. Donc, aucune limite. Il y a aussi l'AFPA, qui est l'association pour la formation des adultes. Et il m'arrive très régulièrement de prendre des stagiaires qui sont en formation à l'AFPA. Et il y en a qui ont largement plus de 30 ans. Hein. Ça pose aucun problème. L'apprentissage reste la voie royale, mais aujourd'hui, à partir du moment où on a un profil de collaborateur qui intéresse le chef d'entreprise, on va étudier avec lui la meilleure proposition à formuler pour les deux parties. Donc des métiers de 16 à 77 ans. Dernière idée reçue, dans le bâtiment, en fait, il y a surtout des contrats en intérim. Info, intox. Ni l'un ni l'autre. Ça peut être par moment vrai, vraiment en période de pointe, mais c'est pas la majorité des cas. On recherche pas des intérimaires, on recherche des collaborateurs qui restent dans l'entreprise. Alors oui, on peut avoir besoin de faire appel en période de pointe à l'intérim. Ça reste quand même relativement peu fréquent. En tout cas, c'est pas la majorité des contrats. Ça, c'est clair. Oui, clairement, hein, c'est pas du tout la majorité des cas. L'intérim, c'est vraiment utilisé, comme l'a dit Patrick, en période de forte activité. Et s'ils n'arrivent pas à trouver des salariés sans l'intérim, ou alors aussi pour tester les gens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui usent de l'intérim pour tester les salariés et après possiblement les embaucher. Le but, c'est d'avoir des salariés, que ça perdure. C'est pas la solution, l'intérim. C'est pas la pratique, quoi. Oui, non, effectivement. Après, il y a des salariés qui aiment l'intérim, qui ont envie de faire de l'intérim, surtout nous en maçonnerie. Hein. Mais par contre, non, effectivement, le contrat à durée indéterminée reste la règle générale. Hein. On est en pénurie déjà de main-d'œuvre. Donc, quand on peut garder les gars, on saute dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Juste confirmer qu'aujourd'hui, même depuis le début de la crise sanitaire, on fait partie des secteurs d'activité qui ont réussi à stabiliser leur effectif et qui l'ont même légèrement augmenté. On a 1,5% d'augmentation de notre masse salariale sur le Grand Est, alors que on a beaucoup d'autres secteurs d'activité qui ont été amenés à souffrir de cette période de manière beaucoup plus robuste. On peut se féliciter d'avoir eu une réactivité du gouvernement sur tout ce qui est activité partielle et de la confiance des particuliers qui nous a permis de continuer à exercer notre activité, bien au-delà de ce qu'on pourrait considérer les métiers d'astreinte pour tout ce qui est intervention d'urgence et autres. Mais aujourd'hui, le point de vigilance qu'on exprime, c'est simplement le fait que l'intérim a été plutôt une variable d'ajustement qui nous a permis de passer entre les mailles du filet, mais que la tendance, c'est vraiment les emplois durables, en commençant soit par un contrat en alternance pour découvrir le métier, les gestes techniques et aller plus loin, mais bien sûr, le CDI reste la référence de notre secteur d'activité.
Écoutez, merci. On a fait le tour de quelques idées reçues. Il y en a peut-être d'autres, mais pour conclure cette conférence, je vais laisser le mot de la conclusion à Patrick. Merci. Bah, écoutez, j'espère qu'on a répondu aux questionnements et aux attentes. Voilà, moi, je vous encourage à tenter l'expérience. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Faut le faire. Mon entreprise s'appelle Saba. C'est l'acronyme de savoir d'antan, bâtisseur d'avenir. Moi, le jour où j'ai mis le pied dans le bâtiment, bah voilà, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ça m'a ouvert plein de portes, plein de réalisations, et je me lève tous les jours avec entrain. Donc, venez dans le bâtiment. On n'a pas besoin que de gens qui poussent les brouettes. On a besoin de gens qualifiés. Donc, allez-y, il faut y aller. Hein. Et peut-être Michel nous rappeler, parce que je crois qu'il y a des offres d'apprentissage encore non pourvues. Alors, une petite précision pour qu'on puisse donner en volume ce que ça peut représenter un contrat d'apprentissage dans le secteur du bâtiment sur le Grand Est. En 2020, on a eu presque 4000 contrats d'apprentissage qui ont été financés pour les entreprises du bâtiment sur le Grand Est. Et au moment où on se parle, on a encore plus de 620 offres d'apprentissage dans les métiers du bâtiment sur tout le Grand Est qui sont encore à pourvoir. Donc, messieurs, dames, c'est le moment, nos métiers sont porteurs d'avenir et les entreprises recrutent. Saisissez votre chance, peut-être que l'une de ces opportunités est faite pour vous.